j'ai laissé ma famille me traiter de voleur pendant 20 minutes, puis j'ai posé mon téléphone au milieu de la table et j'ai lancé l'enregistrement qui les a fait se taire un par un. Je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans, et depuis 3 ans je vis dans un petit 2 pièces que je loue au-dessus d'une boulangerie, à Montreuil, à 2 rues du métro Croix de Chavaux. Le matin, avant même d'ouvrir les yeux, je sais déjà s'il est 6 heures ou 7 heures à l'odeur du pain qui monte par la cour intérieure. Je travaille comme technicien du son pour des podcasts, des conférences et parfois des petits tournages. Ça veut dire que je passe mes journées à nettoyer des voix, couper des silences gênants, retirer des bruits de chaises, et repérer les mensonges dans les hésitations des gens. Dans ma famille, on m'a toujours présenté comme celui qui fait compliqué. Surtout depuis que j'ai arrêté de venir tous les dimanches déjeuner chez ma mère, Françoise. Avant, j'y allais par réflexe, comme on valide son pass Navigo sans réfléchir. Depuis 2 ans, je choisissais mes dimanches. Pour eux, c'était devenu une provocation. Ma relation la plus compliquée, c'était avec ma sœur aînée, Maëlle. Elle avait 34 ans, un sourire très doux quand il y avait du monde, et ce talent spécial de provoquer un incendie puis de convaincre tout le monde que je tenais l'allumette. Dans ma famille, quand je disais non, on appelait ça une crise. Quand Maëlle mentait, on appelait ça du stress. Le détail ridicule, c'est que je garde toujours un vieux carnet dans la poche intérieure de ma veste. J'y note des phrases entendues au travail, des idées de montage, des tics de langage. Je croyais que ça me servait juste à ne pas oublier les bonnes prises. Je n'imaginais pas que ça m'aiderait un jour à sauver ma réputation. Chez nous, chacun avait son rôle. Ma mère organisait, contrôlait, souriait avec les dents serrées et parlait de paix quand elle voulait dire obéissance. Gérard, mon beau-père, donnait son avis comme on rend un jugement. Il avait épousé ma mère quand j'avais 15 ans et n'avait jamais vraiment abandonné l'idée que j'étais un invité toléré dans son salon. Maëlle, elle, était la fille brillante, débordée, fragile quand ça l'arrangeait. Et moi, j'étais celui qu'on appelait pour porter un meuble, réparer une box internet, accompagner ma grand-mère Denise chez l'ophtalmo, calmer une dispute, traduire un courrier administratif ou venir juste 2 minutes parce que Gérard n'arrivait pas à imprimer une attestation. Ma grand-mère Denise avait 83 ans. Elle vivait encore seule dans son appartement à Vincennes, près du bois, avec des plantes sur le balcon et une vieille pendule qui avançait toujours de 8 minutes. Elle ne disait jamais beaucoup de choses, mais elle voyait plus que les autres ne le croyaient. Je passais la voir une fois par semaine, parfois après un enregistrement dans Paris. On buvait un café trop clair, elle me donnait des biscuits qu'elle prétendait avoir achetés pour les voisins, et je repartais avec un sac de pommes ou une enveloppe de documents à poster. Un jeudi soir de mars, elle m'a demandé de passer après le travail. J'avais encore mon casque autour du cou et les doigts froids d'avoir attendu le RER sur un quai plein de courants d'air. Elle m'a ouvert en gilet gris, les cheveux attachés avec une pince. J'ai quelque chose à te dire, mon petit. Assieds-toi. Sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe Kraft, des papiers de banque, et une carte de visite d'un notaire à Nation. J'ai cru qu'elle voulait que je l'aide à comprendre une facture ou une histoire de taxe foncière. Elle a posé sa main sur l'enveloppe. Je veux t'aider à acheter un studio. Pas un palais. Un petit endroit à toi. J'ai ri, parce que je croyais qu'elle plaisantait. Puis j'ai vu son regard. Mamie, non. C'est trop. Ce n'est pas une récompense, Hugo. C'est juste que je veux voir quelqu'un profiter de ce que je peux encore donner. Tu viens me voir sans rien demander. Tu m'écoutes radoter. Tu ne regardes pas ta montre toutes les 5 minutes. Je lui ai dit que j'étais gêné, que Maëlle allait mal le prendre, que ma mère allait avoir son avis. Denise a haussé les épaules. Ta mère a toujours un avis. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui décide. Elle avait déjà appelé le notaire. Il s'agissait d'une avance, quelque chose de simple, encadré, pas un sac d'argent caché sous le matelas. Elle voulait que tout soit propre. On devait y aller ensemble 2 semaines plus tard. Je suis sorti de chez elle avec l'enveloppe dans mon sac et une drôle de chaleur dans la poitrine. Sur le quai du métro, j'ai relu son SMS, « Garde bien les papiers, mon petit. » On avance doucement. Je n'ai pas vu Maëlle derrière moi ce jour-là. Je ne l'ai pas vue non plus quand elle est passée chez Denise le lendemain, officiellement pour lui apporter des médicaments. Je ne l'ai appris qu'après. Le dimanche suivant, nous étions invités chez ma mère et Gérard, à Saint-Maur. Une maison de ville avec un portail vert, une cuisine refaite trop blanche,
et un salon où personne n'avait jamais le droit de poser un verre sans dessous de verre. Ma mère avait envoyé un message sur le groupe WhatsApp familial, dimanche 12h30, « Soyez ponctuels s'il vous plaît. Denise sera là. On évite les sujets qui fâchent. Bisous. » Quand ma mère écrivait « On évite les sujets qui fâchent », ça voulait dire qu'elle avait prévu d'en lancer un elle-même. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard à cause du RER puis du bus sans s'être coincé derrière des travaux. J'avais aussi apporté du matériel audio. Maëlle m'avait demandé quelques jours plus tôt si je pouvais l'aider à enregistrer des petits messages pour l'anniversaire de Denise. Elle voulait faire un podcast familial, comme elle disait, avec des souvenirs, des anecdotes, des voix de chacun. L'idée était bonne, même si elle venait d'elle, et j'avais accepté. « Tu peux regarder 2 minutes mon micro, Hugo ? Tu t'y connais, toi ?» m'avait-elle écrit. J'avais mis dans ma sacoche un micro-cravate, un petit enregistreur portable, 2 câbles et une batterie externe. En arrivant, j'ai laissé ma veste et ma sacoche près de l'entrée, sur le banc où tout le monde empilait déjà des manteaux. L'après-midi avait commencé normalement. Trop normalement. Apéritif avec olives, gougères réchauffées et bouteilles de blanc au frais. Gérard parlait d'une montre de collection qu'il venait de faire réviser, une montre ancienne héritée de son oncle, qu'il portait ce jour-là parce que les belles choses doivent vivre. Ma mère surveillait le four comme si le rôti pouvait trahir la famille. Maëlle, elle, avait ce sourire trop rapide qui m'a toujours mis mal à l'aise. « Alors, Hugo, il paraît que mamie t'aide maintenant. » J'ai levé les yeux de mon verre. « Elle t'a dit ça ? Oh, tu sais, les grands secrets de famille dans un appartement de 2 pièces. » Elle a ri doucement. « C'est drôle, tu ne dis jamais rien quand ça t'arrange. » Denise a tourné la tête vers elle. « Ce n'est pas un secret. C'est une décision. » Ma mère a tout de suite posé une main sur l'épaule de Denise. « On en parlera plus tard, maman. Pas à table. » J'aurais dû sentir à ce moment-là que quelque chose se préparait. Mais dans une famille comme la mienne, la tension est tellement habituelle qu'on finit par la confondre avec le bruit de fond. Avant de passer à table, j'ai installé le micro-cravate sur Luc, le compagnon de Maëlle. Luc avait 38 ans, une barbe bien taillée, une gentillesse prudente et l'air permanent de quelqu'un qui cherche la sortie la plus proche. Il devait enregistrer une anecdote sur Denise. Je lui ai fixé le micro sur le revers de sa chemise, j'ai testé le niveau, puis j'ai posé l'enregistreur dans la poche intérieure de sa veste, accroché près de l'entrée. Je voulais récupérer le fichier avant de partir. Sauf que le repas a commencé, on m'a appelé pour ouvrir une bouteille, puis Denise a voulu me montrer un papier de mutuelle, et j'ai oublié de couper l'enregistreur. À table, le gratin dauphinois était trop chaud, comme toujours chez ma mère, et Gérard faisait des remarques sur tout. Le pain était coupé trop gros. Le vin aurait dû être sorti plus tôt. Les jeunes ne savaient plus tenir une conversation sans regarder leur téléphone. Maëlle racontait son projet de boutique en ligne avec des mots vagues, fournisseurs, repositionnement, nouvelle stratégie. Quand je lui ai demandé si elle avait enfin trouvé un comptable, elle a pincé les lèvres. « Tu pourrais éviter de me mettre mal à l'aise devant tout le monde ?» Ma mère m'a lancé son regard habituel. « Hugo, ta sœur a déjà assez de choses à gérer. » J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Je n'avais pas envie d'une scène. Pas ce jour-là. Après le fromage, Gérard s'est levé pour aller chercher la tarte chez le pâtissier du quartier. Il a fait 2 pas, puis il a regardé son poignet. « Où est ma montre ?» Personne n'a répondu tout de suite. Il a fouillé ses poches, puis le buffet, puis le petit meuble près de l'entrée. Ma mère a posé son torchon. « Tu l'as peut-être mise dans la salle de bain. » Je ne l'enlève jamais dans la salle de bain. Sa voix avait changé. Plus sèche. Plus lourde. Maëlle s'est levée lentement. « Attends. Je ne veux pas dire de bêtises. » J'ai senti mon estomac se contracter avant même qu'elle continue. Elle a regardé vers l'entrée, puis vers moi. Je l'ai vue tout à l'heure. Enfin, je crois. Près du sac de Hugo. Ou dedans, je ne sais plus. Le silence est tombé d'un coup. Pas un silence de surprise. Un silence qui attendait sa consigne. J'ai reposé mon verre. Pardon ? Maëlle a mis sa main contre sa poitrine. Je ne dis pas que tu l'as prise, Hugo. Je dis juste que je l'ai vue dans ton sac. Si je me trompe, tant mieux.
Gérard s'est tourné vers moi. Tu vides ton sac et on n'en parle plus. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement brutal que mon cerveau cherchait une sortie. Tu es sérieux? Ma mère a pris sa voix douce, celle qu'elle utilisait quand elle allait faire quelque chose de violent en prétendant éviter la violence. Si tu n'as rien à te reprocher, ça ne devrait pas te déranger. On ne va pas faire une scène. Mais c'est déjà une scène. Hugo, pense à ta grand-mère. Denise était assise au bout de la table, pâle, les mains serrées sur sa serviette. Noémie, ma cousine, regardait son assiette. Luc ne disait rien. J'aurais dû refuser. J'aurais dû demander pourquoi Maëlle regardait dans mon sac, pourquoi Gérard avait attendu le dessert pour perdre sa montre, pourquoi ma mère semblait avoir déjà choisi son coupable. Mais j'ai fait ce que je faisais depuis des années, j'ai essayé de prouver que j'étais raisonnable. Je me suis levé, j'ai pris mon sac dans l'entrée et je l'ai vidé sur la table basse du salon. Clés, portefeuille, chargeur, carnet, ticket de caisse Monoprix, étui de casque, enveloppe de Denise. Pas de montre. Voilà. Gérard a croisé les bras. Évidemment, maintenant elle n'y est plus. J'ai senti le froid me monter dans la nuque. Donc si elle y est, je suis coupable. Si elle n'y est pas, je suis coupable aussi. Maëlle a eu un petit rire blessé. Tu vois, c'est exactement ça. Tu retournes tout. La montre a fini par réapparaître plus tard, dans le tiroir du meuble de l'entrée. Gérard a dit qu'il ne comprenait pas. Ma mère a parlé de malentendu. Mais le mal était fait. Dans leur tête, et surtout dans la conversation qui a suivi, je n'étais plus quelqu'un qu'on avait accusé à tort. J'étais quelqu'un autour de qui une montre avait disparu. Je suis parti sans manger la tarte. Dans le bus vers le RER, mon téléphone vibrait sans arrêt. Sur le groupe WhatsApp familial, Gérard a écrit « Je trouve grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Chez moi, on ne vole pas. » Maëlle a répondu presque tout de suite « Je suis encore tremblante. Je n'aurais jamais pensé vivre ça en famille. » Ma mère, on doit tous se calmer. Hugo, un mot d'excuse aiderait beaucoup. J'ai tapé « Je n'ai rien volé. » Puis j'ai effacé. J'ai tapé « Vous avez perdu la tête. » J'ai effacé aussi. À 21h17, ma mère m'a envoyé un message privé, même si ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, excuse-toi pour la peine que tu as causée. Pense à ta grand-mère. J'ai regardé l'écran longtemps. Le chauffage de mon appartement faisait son bruit de tuyauterie, celui qui résonnait dans le mur derrière le canapé. En dessous, la voisine parlait fort au téléphone. Dehors, la boulangerie descendait son rideau. J'ai posé mon téléphone face contre table. Le lendemain matin, Denise m'a appelé. J'étais dans le métro, ligne 9, coincé entre un lycéen avec un sac énorme et un homme qui regardait une vidéo sans écouteurs. Je suis descendu à République pour lui répondre. Hugo? Sa voix était fatiguée. Oui, mamie. Il y a eu un silence. Je ne veux pas croire ça de toi. Cette phrase m'a fait plus mal que toutes les autres. Alors ne le crois pas. Je ne veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu. Françoise dit qu'il vaut mieux attendre pour le rendez-vous chez le notaire. Juste le temps que la vérité se calme. La vérité se calme. J'ai regardé les gens sortir du métro, les épaules serrées, les cafés à emporter à la main. J'ai compris que ce n'était pas une histoire de montre. La montre était un outil. Le vrai objectif, c'était de faire douter Denise assez longtemps pour qu'elle recule. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé Denise. Je l'entendais respirer au téléphone, perdue entre sa peur du conflit et ce qu'elle savait de moi. D'accord, mamie. On attend. Mais je n'ai rien pris. Je sais que tu dis vrai. Elle n'a pas dit « je te crois ». Elle a dit « je sais que tu dis vrai ». Ce n'était pas pareil. Pendant 2 jours, j'ai arrêté de répondre. Ma mère m'a laissé 3 vocaux, chacun plus long que le précédent. Dans le premier, elle parlait d'apaiser. Dans le deuxième, elle disait que je dramatisais toujours. Dans le troisième, elle pleurait presque, mais pas sur ce qu'on m'avait fait. Sur le fait que je refusais de revenir dans le rang. Maëlle m'a envoyé « Tu manipules mamie depuis des mois et maintenant tu joues la victime. Franchement bravo. Gérard, si je voulais,
je pourrais aller au commissariat déposer une main courante. Je ne le fais pas par respect pour ta mère. J'ai fait des captures d'écran. Pas pour les utiliser tout de suite. Juste pour ne pas laisser ma mémoire se faire écraser par leur version. Le mercredi soir, Noémie m'a appelé. Il était presque 23 heures. J'étais en train de nettoyer un podcast d'entreprise où 2 managers répétaient transparence toutes les 3 phrases. Son prénom s'est affiché, et j'ai décroché. Hugo? Tu es seul? Oui. Pourquoi tu chuchotes? J'ai entendu un bruit de porte-fenêtre, puis le souffle du dehors. Je suis sur mon balcon. Je ne veux pas que Samuel entende, il va me dire de ne pas me mêler. De quoi? Elle a mis quelques secondes à répondre. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais j'ai vu un truc dimanche. Je me suis redressé sur ma chaise. Quoi? Maëlle était près de ton sac. Avant que Gérard parle de la montre. Je croyais qu'elle cherchait son manteau ou son téléphone. Elle était penchée bizarrement. Après, elle est revenue dans la salle à manger et Luc avait une tête. Je ne sais pas paniquer. J'ai fermé les yeux. Le son du podcast continuait dans mon casque, une voix lointaine qui parlait de performance collective. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je n'étais pas sûr. Parce que chez ta mère, dès que tu contredis Maëlle, tout le monde te regarde comme si tu avais cassé quelque chose. Hugo, promets-moi que tu ne diras pas que ça vient de moi. Pas tout de suite. Je te le promets. Elle a soufflé. Je crois qu'il comptait sur le fait que tu t'énerves. Après avoir raccroché, je suis resté immobile devant mon écran. Puis j'ai pensé au micro-cravate. À Luc. À l'enregistreur dans sa veste. À mon oubli. Je me suis levé tellement vite que ma chaise a tapé contre le mur. J'ai fouillé ma sacoche professionnelle, celle que je n'avais pas vidée depuis dimanche. L'enregistreur était là, au fond, avec sa petite lumière éteinte et une carte mémoire presque pleine. Je l'ai branché à mon ordinateur. Les fichiers WAV avaient des noms automatiques, des suites de dates et de chiffres. J'ai lancé le plus long. Au début, il n'y avait que du bruit. Découvert, des voix lointaines, ma mère qui disait qu'il fallait sortir le rôti, Gérard qui parlait du voisin et de ses travaux. Puis des frottements, une porte qui s'ouvrait, des pas dans l'entrée. La voix de Luc, basse. Maëlle, arrête. C'est absurde. J'ai arrêté de respirer. La voix de Maëlle est arrivée, étouffée mais reconnaissable. Chut. Pas longtemps. Juste assez pour que je puisse dire que je l'ai vu. J'ai mis le casque correctement. Mes mains tremblaient. Pas beaucoup, mais assez pour rater 2 fois le clic. Le son était mauvais. Trop de frottements, trop de basses, la veste de Luc devait bouger contre le micro. J'ai ouvert mon logiciel, isolé les fréquences de voix, réduit le bruit de fond, amplifié certains passages. C'était mon travail. D'habitude, je faisais ça pour rendre un invité plus clair ou supprimer le ronronnement d'une climatisation. Cette fois, je le faisais pour comprendre pourquoi ma famille avait décidé de me salir. Il était 2 heures du matin. Mon café était froid. La forme d'onde bleue avançait sur l'écran comme un cardiogramme malade. J'ai repris le passage encore et encore. Maëlle, là, met la vide dans son sac. Non, pas au fond, on doit la voir si quelqu'un regarde. Luc, et après? Maëlle, après je dis que je l'ai aperçu, Gérard s'énerve, Hugo fait son Hugo, et Mamie doute. 2 semaines, c'est tout ce qu'il faut. Luc, mets la montre, tu la remets où? Maëlle, dans le tiroir. Gérard croira qu'il l'a déplacée ou que Hugo l'a remise quand il a paniqué. Peu importe. J'ai eu froid dans le dos. Pas une colère chaude, pas un truc qui explose. Un froid net, précis. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver dans ma poitrine. Puis une autre voix est entrée. Ma mère. Vous faites quoi dans l'entrée? Silence. Maëlle, rien, maman. Françoise, plus bas, je ne veux pas savoir les détails. Je veux juste que demain, ta grand-mère doute assez pour annuler son rendez-vous. La preuve dans le sac, elle a bien été retirée avant qu'il puisse la trouver. Luc, Françoise, c'est aller trop loin. Ma mère, ce qui ira trop loin, c'est qu'on laisse Denise faire n'importe quoi avec son argent parce qu'Hugo s'est joué au petit-fils parfait.
Maintenant, vous revenez à table. Et Maël, tu pleures moins fort. Ça se voit quand tu forces. J'ai retiré le casque. Dans mon appartement, il n'y avait plus que le bruit du frigo et les tuyaux du chauffage. J'ai regardé mon carnet posé à côté du clavier. J'y avais écrit quelques jours plus tôt, pendant un montage, les gens avouent rarement. Ils organisent. J'ai failli envoyer le fichier au groupe familial à 2h38 du matin. J'ai même rédigé un message, voilà vos preuves. Vous devriez avoir honte. Mon pouce est resté au-dessus de l'écran. Puis j'ai imaginé Maël préparant une défense. Ma mère disant que c'était sorti du contexte. Gérard parlant de montage, parce que c'était justement mon métier. Je leur aurais donné le temps de salir la preuve avant que Denise l'entende vraiment. Alors je n'ai rien envoyé. J'ai exporté 3 versions du fichier, l'original, une version nettoyée, et un extrait court avec les passages les plus clairs. J'ai sauvegardé le tout sur mon cloud, sur une clé USB, et j'ai envoyé une copie à Noémie avec un seul message, garde ça. Ne l'écoute pas si tu ne veux pas. Mais si mon téléphone disparaît dimanche, tu sauras quoi faire. Elle m'a répondu 2 minutes plus tard, c'est fou. Je serai là. Le vendredi, ma mère a envoyé un nouveau message sur le groupe, dimanche midi, tout le monde à la maison. Il faut crever l'abcès calmement. Hugo, ta présence est importante. Maël a ajouté un cœur blanc. Gérard n'a rien écrit. J'ai répondu, je viens dimanche. On parlera de la montre. Le dimanche suivant, j'ai pris le métro puis le RER avec une petite enceinte dans mon sac. Elle ne payait pas de mine, un truc noir, minuscule, que j'utilisais parfois en repérage. J'avais mon téléphone chargé, la clé USB dans la poche intérieure de ma veste, et mon vieux carnet. J'avais aussi décidé d'une chose, je ne crierai pas. Je les laisserai parler jusqu'au bout. Quand je suis arrivé chez ma mère, la maison sentait le rôti et le produit pour les vitres. Ma mère avait mis une nappe blanche, celle des jours où elle voulait que tout ait l'air propre. Gérard m'a ouvert sans sourire. Bonjour. Bonjour, Gérard. Il a regardé mon sac. Tu as encore apporté ton matériel? Juste une enceinte. Il a plissé les yeux, mais il n'a rien dit. Denise était déjà là, assise près de la fenêtre, les mains serrées sur sa serviette. Noémie m'a adressé un regard bref depuis la cuisine. Luc était debout près du buffet, blanc comme un mur. Maël portait un pull beige et une expression de victime courageuse. Elle m'a embrassé dans le vide, à côté de la joue. Merci d'être venu malgré tout, a dit ma mère. Ça prouve que tu peux encore faire un pas vers nous. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone dans ma poche, mon sac près de ma chaise, pas dans l'entrée. Le repas a commencé comme si nous étions une famille normale. Olives, pain, vin blanc, phrases inutiles sur la météo, sur les travaux du tramway, sur une voisine qui avait encore mis ses poubelles le mauvais jour. Personne ne parlait de la montre. Pas encore. On entendait seulement les couverts contre les assiettes et la respiration lourde de Gérard. Au moment du fromage, il a posé son couteau. Bon. On ne va pas tourner autour du pot. Ma mère a fermé les yeux une seconde, comme si elle subissait une douleur qu'elle avait pourtant programmée. Gérard. Doucement. Non. Chez moi, on ne vole pas. Et quand il y a un incident, on s'excuse. J'ai coupé un morceau de comté. Lentement. Je t'écoute. Il a rougi. Ne prends pas ce ton. Tu sais très bien de quoi je parle. Maël a posé sa serviette à côté de son assiette. Je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu, mais moi aussi j'ai été choqué. J'ai juste dit ce que j'avais vu, et depuis tu me fais passer pour la méchante. Je ne t'ai pas encore fait passer pour quoi que ce soit. Ma mère a posé sa main sur la table. Hugo, on ne te demande pas de te mettre à genoux. Juste d'admettre que tu as dépassé une limite. Ta grand-mère souffre de cette situation. Denise a baissé les yeux. Noémie serrait son verre d'eau. Luc fixait son assiette. Quelle limite, ai-je demandé. Gérard a tapé du doigt sur la table. Tu as pris ma montre. Ou tu as fait semblant de ne pas comprendre qu'elle était dans ton sac. Je ne sais pas. Mais tu as créé une situation honteuse. Et même si tu ne l'as pas prise, a ajouté ma mère, tu pourrais faire un geste. Pour la famille.
Cette phrase-là, je l'avais entendue toute ma vie. Faire un geste. Arrondir les angles. Ne pas répondre. Laisser Maël raconter sa version. Avaler l'humiliation pour que le repas puisse continuer. J'ai attendu encore quelques secondes. Maël s'est senti encouragé. Tu sais, Hugo, à force de vouloir prouver que tout le monde t'en veut, tu finis par devenir injuste. Moi, je n'ai fait que dire ce que j'avais vu. Si ça te met dans cet état, ce n'est pas ma faute. J'ai essuyé mes doigts sur ma serviette. Puis j'ai sorti mon téléphone et la petite enceinte. Je les ai posés au milieu de la table, à côté de la corbeille de pain. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Vous vouliez tous que je m'explique. Alors écoutez. Jusqu'au bout. Maël a changé de couleur avant même que j'appuie sur lecture. Tu enregistres les gens maintenant? C'est malsain, Hugo. Je l'ai regardé. Tu peux contester mon caractère autant que tu veux. Mais là, c'est ta voix. J'ai lancé l'extrait. Pendant les premières secondes, on n'a entendu que des frottements et des bruits de vaisselle lointains. Gérard a soufflé, déjà prêt à se moquer. Puis la voix de Luc est sortie de l'enceinte, basse, nerveuse. Maël, arrête. C'est absurde. Plus personne ne bougeait. La voix de Maël, étouffée mais claire, a rempli la salle à manger. Chut. Pas longtemps. Juste assez pour que je puisse dire que je l'ai vu. Denise a levé la tête. Maël s'est jeté vers mon téléphone. Éteins ça. Noémie s'est levée d'un coup et lui a attrapé le poignet. Non. Tu vas le laisser. Maël a essayé de se dégager. Mais vous avez perdu la tête. Il a monté ça. C'est son métier. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. L'original est sauvegardé. Tu peux demander une expertise si tu veux. L'enregistrement continuait. Maël, après je dis que je l'ai aperçu, Gérard s'énerve, Hugo fait son Hugo, et Mamie doute. 2 semaines, c'est tout ce qu'il faut. Le visage de Gérard s'est fermé. Pas de honte. D'abord de la colère, parce qu'il comprenait qu'on s'était servi de lui. Puis la voix de ma mère est arrivée. Je ne veux pas savoir les détails. Je veux juste que demain, ta grand-mère doute assez pour annuler son rendez-vous. La preuve dans le sac, elle a bien été retirée avant qu'il puisse la trouver. Cette fois, le silence a été total. Même la pendule du salon semblait trop bruyante. Ma mère a porté une main à sa gorge. Ce n'est pas ce que ça veut dire. J'ai arrêté l'audio. Alors explique. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé Denise. Maman, il y a des choses qu'on règle en famille, pas comme ça. Denise n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait ma mère comme si elle la découvrait à 61 ans. Luc s'est levé à moitié, puis s'est rassis. Ses mains tremblaient. Je suis désolé, a-t-il dit. Maël s'est tourné vers lui. Tais-toi. Mais il a continué, sans la regarder. Elle m'a demandé de l'aider. Elle m'a dit que c'était juste pour lui faire peur, pas pour le détruire. Elle m'a dit que la montre serait remise dans le tiroir, que personne ne porterait plainte, que Denise allait juste repousser le rendez-vous. Je pensais. Il s'est interrompu. Sa phrase ne pouvait pas se sauver elle-même. Gérard s'est levé brusquement, sa chaise a raclé le carrelage. On s'est servi de ma montre? Maël a éclaté. Oh, ça va. Tout le monde savait que mamie faisait n'importe quoi avec Hugo. Moi je coule, maman m'aide comme elle peut, et lui il arrive avec son air de saint, son petit appartement, ses visites chez mamie, et il récupère tout. Je ne récupérais pas tout, ai-je dit. Je recevais une aide décidée par Denise, chez un notaire. Proprement. Ma mère a repris sa voix de contrôle, mais elle tremblait. Hugo, tu ne te rends pas compte du mal que tu fais à tout le monde en exposant ça. J'ai eu un rire court. Pas joyeux. Juste incrédule. Ce qui nous humilie, maman, ce n'est pas l'audio. C'est ce qu'on entend dedans. Denise a levé la main. Silence. Elle n'avait pas crié. Juste ce mot, posé net. Tout le monde s'est arrêté. Elle s'est tournée vers Maël. Tu as mis une montre dans le sac de ton frère pour me faire douter de lui.
Maël pleurait maintenant, vraiment ou presque. Je n'arrivais même plus à faire la différence. Mamie, j'étais désespéré. Tu ne comprends pas. J'ai des dettes, la boutique n'a pas marché, maman m'a aidé mais. Je comprends la honte, a dit Denise. Je comprends la peur. Je ne comprends pas la cruauté. Elle a ensuite regardé ma mère. Et toi, Françoise? Tu savais. Ma mère a baissé les yeux. Je voulais éviter un scandale. Tu as fabriqué une injustice pour éviter un scandale. Ce n'est pas une dispute de famille. C'est une mise en scène contre l'un des nôtres. Personne n'a répondu. Gérard s'est rassis lourdement. Noémie avait les yeux rouges. Luc fixait ses mains. Maël respirait trop vite. Denise s'est tournée vers moi. Hugo, je te dois des excuses. Les vraies. Pas celles qu'on réclame aux autres pour être tranquille. J'ai voulu éviter une dispute. J'ai laissé une injustice grandir. Je n'ai pas su quoi dire. J'avais imaginé ce moment toute la semaine, dans le métro, sous la douche, en montant le son de l'enregistrement. J'avais imaginé une phrase brillante, quelque chose de précis. Mais quand ma grand-mère m'a regardé avec cette fatigue dans les yeux, je n'avais plus envie de gagner. J'avais juste envie que ça s'arrête. Merci, ai-je dit. Ce n'était pas assez. C'était tout ce que j'avais. Gérard a fini par marmonner qu'il ne déposerait pas de main courante. Il n'a pas dit qu'il était désolé de m'avoir traité comme un voleur. Il a dit, je n'avais pas toutes les informations. C'était sa façon de reculer sans se baisser. Maël a quitté la table avant le dessert. On l'a entendu récupérer son manteau dans l'entrée, puis la porte s'est refermée si fort que les verres ont vibré. Luc est parti 5 minutes après, sans courir derrière elle. Ma mère a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. Tu aurais pu me parler en privé, Hugo. Tu as humilié tout le monde. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai répondu. C'est Noémie. Non. Vous l'avez humilié en public. Il a répondu au même endroit. Le soir même, ma tante Claire a quitté le groupe WhatsApp familial. Puis Noémie. Puis Luc. Gérard a supprimé son message sur la main courante, mais j'avais déjà la capture. Ma mère a envoyé à 23h04, je demande à chacun de ne pas alimenter cette histoire. Pensons à Denise. Personne n'a répondu. Pour une fois, les vues ont travaillé pour moi. Le rendez-vous chez le notaire a eu lieu 10 jours plus tard. Denise a insisté pour y aller en taxi, même si je lui proposais le RER. La salle d'attente était froide, avec des magazines immobiliers trop vieux et un stylo accroché à une chaîne. Le notaire parlait calmement, avec des phrases précises, et Denise répondait sans trembler. Elle confirmait l'aide. Elle voulait aussi revoir certaines dispositions. Elle ne l'a pas dit comme une punition. Elle l'a dit comme quelqu'un qui venait de comprendre que l'argent attire parfois la vérité hors des murs. En sortant, elle m'a pris le bras. Tu n'as pas gagné contre ta famille, Hugo. Tu as juste arrêté de perdre à leur place. J'ai gardé cette phrase. Pas dans mon carnet. Dans un endroit plus silencieux. Les semaines suivantes, les conséquences sont arrivées sans grand spectacle. Luc a quitté Maël après une dispute dont je n'ai connu que des morceaux, parce que Noémie m'a dit seulement, il n'en pouvait plus de couvrir. Maël a dû reconnaître devant Denise qu'elle avait des dettes liées à sa boutique en ligne. Ma mère lui avait avancé de l'argent en secret, plusieurs fois, en prétendant à Gérard qu'il s'agissait de frais pour la maison ou d'aides ponctuelles à Denise. Gérard, furieux d'avoir été ridiculisé plus que d'avoir été injuste, a exigé que Maël rembourse une partie. Je n'ai pas assisté à cette scène. Je n'en avais pas besoin. Ma mère, elle, a essayé de revenir par petite porte. Un message pour me demander comment j'allais. Un autre pour dire que Denise dormait mal. Un vocal où elle disait, je reconnais que ça a été maladroit, mais tu dois comprendre que j'étais prise entre mes 2 enfants. Je n'ai pas répondu à celui-là. Pas tout de suite. Pendant ce temps, j'ai trouvé un studio à acheter à Bagnolet, pas très grand, au 4e étage avec ascenseur, dans un immeuble des années 70 qui sentait la peinture fraîche et le courrier humide. La fenêtre donnait sur une cour avec 3 arbres tordus et un local à vélo. Pour la première fois, quand j'ai tourné la clé, je n'ai pas pensé à ce que ma mère dirait du quartier, à ce que Gérard penserait de la façade, à ce que Maël comparerait avec son appartement.
J'ai pensé, ici, personne ne peut entrer dans mon sac. Le jour du déménagement, Noémie est venue m'aider avec 2 cartons et des croissants. Mon ancien voisin du dessous m'a souhaité bonne chance en me disant qu'il regretterait surtout l'odeur de mon café. La boulangère m'a offert une baguette pour la route, comme si je partais à l'autre bout du monde au lieu de changer de ligne de métro. Dans le nouveau studio, j'ai laissé les cartons ouverts pendant plusieurs jours. Mon bureau était monté de travers. Le chauffage faisait moins de bruit que dans l'ancien appartement, mais le frigo claquait la nuit. J'aimais ces défauts parce qu'ils étaient à moi. Ma mère a fini par m'appeler un mardi soir. J'étais assis par terre, entre 2 cartons de livres, en train de manger des pâtes dans une assiette en plastique parce que je n'avais pas encore retrouvé les vrais. J'ai laissé sonner, puis j'ai décroché. Hugo. Oui. Je voudrais qu'on arrête cette distance. Ça fait du mal à tout le monde. J'ai regardé la fenêtre. On voyait les lumières des appartements d'en face, des vies empilées, des gens qui rentraient, qui cuisinaient, qui tiraient les rideaux. Moi, je vais te dire ce que j'arrête, ai-je répondu. Je ne viendrai plus au repas chez toi. Je ne parlerai plus de Maël avec toi. Je ne prendrai plus les appels où tu me demandes de m'excuser pour rendre tes mensonges plus confortables. Elle a inspiré sèchement. Tu me demandes de choisir entre mes enfants? Non. Je ne te demande pas de choisir entre tes enfants. Je te dis juste que tu ne peux plus me sacrifier pour protéger ton mensonge. Silence. Tu es dur. Peut-être. Mais je suis clair. Elle a pleuré un peu. Pas beaucoup. Assez pour que l'ancien moi ait envie de réparer la conversation, de dire une phrase gentille, d'ouvrir une porte. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et je n'ai rien rempli à sa place. Je t'appellerai quand je serai prête, a-t-elle dit. Fais ça. Mais seulement si c'est pour me parler vrai. J'ai raccroché sans trembler. Avec Maël, j'ai coupé le contact. Gérard aussi. Il m'a envoyé une fois un message sec, ta mère souffre de ton attitude. Je l'ai lu, j'ai souri sans joie, et je l'ai bloqué. Noémie est restée. Denise aussi. Ma grand-mère venait parfois prendre le café dans mon studio, critiquer gentiment mes rideaux, poser son sac toujours au même endroit et ne parler plus de paix à tout prix. J'ai gardé mon vieux carnet. Il est encore dans la poche intérieure de ma veste. Mais je m'en sers moins pour me protéger. J'y note des détails idiots, le bruit du tramway quand il pleut, une phrase entendue dans une boulangerie, le prénom d'un voisin qui m'a prêté une perceuse. Le plus dur, ce n'était pas de prouver que je n'étais pas un voleur. C'était d'accepter que certaines personnes avaient besoin que je le sois. Une fois que j'ai compris ça, je n'ai plus cherché à les convaincre tous. J'ai laissé l'enregistrement faire son travail, puis j'ai fait le mien, fermer la porte, ranger mes cartons, boire mon café sur le rebord de la fenêtre, et apprendre à reconnaître le silence quand il n'est plus une punition, mais un choix. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.